Je reçois aujourd'hui Indira Touvenin. Bonjour Indira. Bonjour. Bienvenue dans Smartech. Vous êtes enseignante chercheuse au laboratoire CNRS EDIASIC à l'Université de technologie Compiègne. Vos travaux de recherche portent sur nos interactions, pour faire simple, avec les machines dans des environnements virtuels ou mixtes, qui mixent la réalité et le virtuel. Je voulais savoir dans quel état finalement on était plongé quand on arrive comme ça dans un environnement complètement virtuel ou de réalité mixte. Qu'est-ce que ça a comme effet finalement sur nos émotions, peut-être même nos prises de décision? Alors, lorsqu'on est dans un environnement virtuel, on va avoir envie très vite d'interagir, de bouger, de découvrir le monde. Et puis, il y a plusieurs situations. La situation classique, c'est que vous manipulez des objets, vous naviguez, vous visitez. Mais vous pouvez aussi avoir votre corps virtuel. Et votre corps virtuel, il faut un certain temps pour en prendre conscience. Et la technologie va être très importante pour avoir des mouvements qui soient naturels et que vous ayez le sentiment d'être présent dans le monde virtuel. C'est un peu comme si on réapprenait à bouger notre corps, en fait, ou à marcher pratiquement. C'est ça. Quelque part, c'est un petit peu une marionnette que vous devez utiliser. Mais cette marionnette, selon les technologies, selon les casques que vous utilisez, selon les moteurs 3D que vous utilisez, des moteurs de jeu souvent, ça va vous permettre d'avoir une finesse d'interaction ou au contraire d'être bloqué, d'être frustré. Ok. Et je vous demandais quel impact ça peut avoir sur aussi notre état cognitif, sur nos prises de décision. Est-ce que ça perturbe tout? Est-ce qu'on est différent face à une réalité virtuelle? Oui, on peut être différent. Par exemple, il y a un effet qui s'appelle l'effet Proteus, qui a été découvert par un chercheur à Stanford. Et cet effet vous donne une sensation de puissance, c'est-à-dire que vous êtes incarné dans un corps virtuel de héros, par exemple, et vous avez davantage confiance en vous. Donc ça pourrait être utile pour l'enseignement, pour la formation. De même que si vous êtes incarné dans un corps virtuel de femme et que vous êtes un homme, vous pouvez être sensibilisé à des difficultés qu'affrontent les femmes. On peut aussi imaginer la situation de s'incarner dans le corps d'un enfant face à des adultes qui sont en conflit, qui parlent très fort et qui sont inquiétants. Et c'est un outil de prise de conscience très efficace. Oui, alors au-delà juste de simuler des réalités, on les vit vraiment, finalement, ces expériences dans la réalité virtuelle. C'est ça. Ça a On un les vit. véritable impact sur nos émotions, notre perception du monde. Oui, et ça peut changer notre perception du monde réel. C'est ça qu'on observe dans les études scientifiques, c'est qu'il en reste quelque chose. On est vraiment impacté à la fois du point de vue de la compréhension, mais aussi du point de vue de la mémoire, des émotions. On a vraiment vécu, quand on utilise même un simulateur de vol, quand on a fait une chute très brutale, on interdit le crash final dans un simulateur de vol parce que ensuite les gens font des cauchemars pendant des années. Oui. C'est très impactant. Donc on est vraiment loin juste de l'utilisation ludique. Vous nous parlez d'applications très fortes, sociétales, qui pourraient avoir un impact important. Ce sont ces cas d'usage que vous étudiez, j'imagine? C'est ça. Il y a déjà eu des cas d'usage. Alors, par exemple, des sociétés qui veulent former des managers à la parité. Donc, qui demandent à des managers de prendre un casque de réalité virtuelle et de s'incarner dans le corps d'une femme. Mais il y a aussi des expériences qui ont été faites pour des enfants, pour le harcèlement. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est que le rôle de la victime, le rôle du bourreau, et comment on le vit, et comment on peut accompagner aussi ces problèmes-là. Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ça pourrait nous changer à nous, êtres humains, c'est cet humain virtuel qu'on est en train de découvrir? Est-ce que ça pourrait être une nouvelle forme d'humanité qui émergerait? Absolument, c'est déjà utilisé en thérapie, ça existe en cyberthérapie. On peut avoir par exemple des expériences qui nous permettent d'aborder notre peur de la foule, l'agoraphobie. On met d'abord quelques personnages dans la foule, ensuite on en met plus. Ils peuvent avoir des comportements plus ou moins agréables ou désagréables. Il y a aussi des formations à la prise de parole en public, où les gens s'ennuient, sortent de la salle, s'endorment, vous coupent la parole. Et donc ça vous demande de prendre un petit peu plus votre place. Et ensuite, c'est vraiment tester et évaluer.
dans l'expérience réelle. Et l'IA générative, c'est un booster pour ces mondes virtuels? Alors c'est un booster pour la création des environnements, puisqu'on peut prendre parmi toutes les scènes, tous les objets, on peut créer plus rapidement des environnements 3D. Ça peut aussi permettre de créer des dialogues, du son, ça peut permettre de créer des scénarisations, parce que comme dans le jeu vidéo, en réalité virtuelle, on a besoin de scénariser. Et c'est aussi utilisable pour des interactions un peu plus complexes qui font appel à des notions comme voilà, du déplacement, de la visualisation. Donc, c'est un vecteur d'accélération, finalement, de création. Eh ben alors, Indira Touvenin, pardon. Vous allez rester à l'écoute de Smart Tech parce qu'on va parler d'intelligence artificielle juste après. Merci beaucoup pour vos éclairages sur ces nouvelles réalités qui nous changent à nous, êtres humains. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous.